Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Mississippi, été 2005. Dans la chaleur étouffante d'une petite ville oubliée, Angela Turner, 19 ans, vivait une existence morcelée entre l'ombre et la survie. Orpheline depuis ses 14 ans, elle n'avait connu que les foyers instables, les canapés empruntés, les boulots précaires. Depuis quelques mois, elle travaillait de nuit dans un fast-food près d'une station-service, épuisée, sous-payée, invisible. Chaque jour, elle servait des clients pressés, souvent méprisants, certains même violents. Et chaque nuit, elle dormait sur le vieux canapé de Janelle, une collègue un peu plus âgée, dans un appartement moisi où la climatisation ne marchait qu'un soir sur 3. Quand elle apprit qu'elle était enceinte, ce fut un choc violent, une détonation silencieuse. Elle se rendit dans une clinique gratuite en pensant qu'il s'agissait d'un simple retard dû au stress. Mais les résultats étaient formels. Et plus encore, elle attendait des jumeaux. Angela sentit le sol s'effondrer sous elle. Elle n'avait ni famille, ni économie, ni diplôme, ni maison. Le père ? Un homme marié, patron d'un petit garage, qui lui avait promis monts et merveilles en secret, avant de disparaître dès qu'elle lui annonça la grossesse. Pendant des jours, Angela erra dans les rues, perdue, caressant parfois son ventre avec peur et tendresse mêlées. Comment allait-elle les nourrir ? Leur offrir une vie ? Même une poussette était hors de sa portée. Elle avait à peine de quoi se nourrir elle-même. C'est à ce moment de fragilité extrême que Madison Hale entra dans sa vie comme un coup de vent glacial. Madison venait régulièrement au fast-food. Toujours en tailleur impeccable, conduite dans une berline noire avec chauffeur, elle commandait un café noir, sans sucre. Angela la servait sans vraiment faire attention. Jusqu'au jour où Madison s'assit face à elle pendant la pause, et lui dit d'un ton direct, presque clinique. « Je sais que tu es enceinte. J'ai mes yeux partout. » Angela la fixa, choquée. « Comment vous ? Je suis une femme qui voit ce que les autres ne veulent pas voir. Je te propose un marché. » Elle croisa les jambes, posa calmement un contrat sur la table, et prononça les mots qui allaient hanter Angela pour le reste de sa vie. « Donne-moi tes enfants. Je peux leur offrir ce que tu ne pourras jamais leur donner. Une maison, une éducation. L'amour, je m'en occuperai à ma manière. » Angela crut d'abord à une mauvaise blague. Mais Madison ne plaisantait jamais. Elle lui laissa le contrat, et une carte avec un numéro. Puis elle partit, sans se retourner. Les jours suivants furent un tourbillon d'angoisse. Angela tenta de trouver des solutions. Elle chercha de l'aide, téléphona à des centres sociaux, frappa à des portes. Rien. Tous les chemins semblaient se refermer. La faim, la fatigue, les regards méprisants, les nausées de grossesse, tout s'accumulait. Et surtout, la peur. La peur de mettre au monde 2 êtres humains qu'elle ne pourrait même pas nourrir. Dans le secret de sa chambre d'amis, elle relut le contrat plusieurs fois. 300 000 $. Une somme qui pourrait changer sa vie, ou du moins la sauver, mais au prix de son âme. L'accouchement arriva brutalement, 2 mois avant terme. Elle se retrouva seule, en sang, à l'hôpital du comté. Les jumeaux furent emmenés en soins intensifs. Des garçons. Minuscules. Fragiles. Mais vivants. Angela les regarda à travers la vitre. 2 petits êtres qui n'avaient rien demandé. Elle pleura sans bruit, la gorge nouée. Puis Madison arriva. Accompagnée de 2 avocats. Les papiers étaient prêts. L'argent aussi. Angela signa. Sa main tremblait tellement qu'il fallut qu'un infirmier tienne le papier. Quand elle posa le stylo, un vide infini l'envahit. « C'est fini », murmura Madison. « Tu peux partir. » Et Angela partit. Sans un baiser. Sans un prénom. Sans un regard de plus. Angela refit sa vie comme on recoud une plaie avec des mains tremblantes. Elle changea de nom, quitta le Mississippi et s'installa dans une petite ville de Caroline du Nord. Là, elle se lança dans des études d'infirmière de nuit, enchaînant les petits boulots pour survivre. Elle ne parla jamais de son passé. Même à son mari, des années plus tard, elle ne dit rien.
Elle refusa de tomber enceinte à nouveau, prétendant que c'était par choix, mais au fond, c'était une punition. Elle ne méritait pas d'être mère une seconde fois. Chaque année, le 23 septembre, elle allumait 2 bougies blanches dans un coin de son salon. Et elle restait silencieuse, immobile, des heures durant. Elle ne chercha jamais à savoir ce qu'étaient devenus ses fils. C'était la condition qu'elle s'était imposée, vivre, mais porter sa croix jusqu'à la fin. Pendant ce temps, à Charleston, Liam et Noah Hill grandissaient dans une propriété de luxe, un manoir de style colonial, pelouse parfaitement taillée, domestique en uniforme, gouvernante discrète. Madison était une mère exigeante. Froide, mais présente. Elle les éduquait comme on forme des héritiers, école privée, cours de piano, diction, golf, étiquette. Elle décidait de tout. Même de leurs amis. Jamais elle ne parla de leur origine. Elle leur dit simplement que leurs vrais parents étaient morts dans un accident, une histoire bien pratique. Elle fit effacer toute trace d'Angela, tout passé, tout dossier. Les garçons grandirent avec tout, sauf l'essentiel, la vérité. Ce matin-là, Angela entame son service à l'hôpital Saint-Vincent, comme elle l'a fait tant de fois depuis 15 ans. Elle enfile sa blouse, attache ses cheveux et se prépare mentalement à affronter une autre journée entre les couloirs, les urgences et les silences lourds des familles. Mais vers 10 heures, tout bascule. Un jeune homme est admis en salle d'observation. Accident de voiture. Trauma crânien léger, multiples ecchymoses. Il a perdu connaissance pendant quelques minutes. Angela entre dans la chambre, sans rien savoir de lui. Elle s'approche du lit, vérifie les constantes sur le moniteur, ajuste la perfusion. Et là, il ouvre les yeux. Des yeux d'un bleu profond, presque violet. Quelque chose se passe dans l'air, comme un effondrement muet. Angela recule d'un pas. Son cœur se met à battre de travers. Une vague de chaleur monte en elle. Elle chancelle. Elle le reconnaît. C'est Liam. Elle ne sait pas comment, ni pourquoi. Mais c'est lui. Elle n'a jamais vu son visage adulte, ne possède aucune photo. Et pourtant, son instinct hurle. Ses yeux, la forme de sa mâchoire, le grain de sa peau. Elle les a portés. Ces traits-là, elle les a portés. Le jeune homme la regarde, encore étourdi. Vous allez bien, madame? Angela ne répond pas. Elle sort précipitamment de la chambre, le souffle coupé. Dans un coin du couloir, elle s'appuie contre le mur et sent ses jambes se dérober. C'est lui. Mon fils. Mon fils. Les jours qui suivent, Angela trouve toutes les excuses possibles pour passer dans sa chambre. Elle vérifie ses constantes. Lui apporte du thé. Lui sourit avec une douceur étrange. Liam la remarque. Il n'a jamais vu une infirmière aussi attentionnée. Il est poli, mais intrigué. Vous me connaissez, demande-t-il un jour, en relevant les yeux de son livre. Angela fige. Son cœur cogne fort. Non, non, je ne crois pas. Vous me rappelez juste, quelqu'un que j'ai connu. Mensonge bancal. Mais Liam n'insiste pas. Le lendemain, alors qu'ils discutent un peu plus longuement, il lui confie quelque chose qu'Angela n'est pas prête à entendre. J'ai toujours eu l'impression de venir de nulle part. Ma mère adoptive, elle ne parle jamais de mon passé. C'est comme si c'était un sujet interdit. Il y a des photos de moi à partir de mes 2 ans, mais rien avant. Et mon frère jumeau, elle dit qu'il étudie à l'étranger, mais je ne l'ai pas vu depuis des années. Parfois je rêve d'une femme. Je ne vois pas son visage, mais je sens de la chaleur. Et un vide, aussi. Angela reste figée, le souffle suspendu. Je sens qu'il y a un secret, termine-t-il. Un gros secret. Elle détourne le regard. Ses mains tremblent. Parfois, les secrets ont leur raison, murmure-t-elle. Même si ça ne les excuse pas. Angela passe des nuits sans sommeil. Le visage de Liam la hante. Il est bien vivant. Il est là. Et Noah? Où est Noah? Elle interroge discrètement les bases de données médicales, regarde s'il existe des traces administratives, des cartes d'assurance. Rien. Puis elle tente le tout pour le tout, elle se rend à Charleston, et se poste devant le portail de la demeure des Hale.
Elle observe. Une seule silhouette habite les lieux, Madison. Pas de jumeaux. Pas de traces de Noah. De retour chez elle, elle contacte une ancienne amie du personnel hospitalier de Charleston, sous prétexte de recherche pour une ancienne patiente. L'amie hésite, mais finit par lui transmettre un fichier, confidentiellement. Et là, Angela découvre l'impensable. Un rapport psychiatrique, daté de 2019, au nom de Noah Hale. Âgé de 14 ans à l'époque. Diagnostiqué comme souffrant de troubles de l'attachement, tendance obsessionnelle et épisodes dépressifs sévères. Mais ce qui glace Angela, ce sont les notes manuscrites en marge. Tendance suicidaire à surveiller. Refuse de se conformer. Questionne trop ses origines. Mère adoptive refuse les visites. Préfère un internement prolongé. Angela sent sa gorge se nouer. Noah n'est pas à l'étranger. Il n'est pas parti étudier. Il a été enfermé. Cassé. Silencé. Angela s'assoit dans sa voiture et fond en larmes. 20 ans après les avoir mis au monde, elle découvre l'ampleur de la tragédie. Elle pensait qu'en les confiant à une femme riche, elle leur avait donné une chance. Mais Madison Hale ne les a pas adoptés pour les aimer. Elle les a achetés pour les modeler. Et Noah a été le prix du refus. Liam ne sait rien. Il cherche des réponses. Il est à une respiration de la vérité. Et Angela sait maintenant ce qu'elle doit faire, retrouver Noah, et dire la vérité à Liam. Même si cela lui coûte tout. La pluie tombe fine ce soir-là sur Charleston. Angela se tient devant les hautes grilles de la demeure Hale, son manteau détrempé, ses mains crispées sur les lattes froides du fer forgé. Elle sonne. 1, 2 fois. Le portail s'ouvre lentement, comme si la maison respirait l'arrogance même dans son silence. Angela monte les marches de pierre jusqu'à la porte principale. Un majordome l'accueille sans surprise. Madame Hale vous attend. La tension est déjà là, palpable, comme un courant électrique dans l'air. Angela entre dans le salon. Tout est impeccable. Les meubles sont anciens, lourds, chers. Des tableaux à l'huile au mur. Des photos encadrées, mais aucune de Noah. Juste Liam, seul, souriant, formaté. Au fond de la pièce, Madison Hale l'attend, un verre de vin rouge à la main, dans une robe noire sobre et parfaitement taillée. Son regard est glacial, presque amusé. Je me demandais quand tu viendrais, Angela, dit-elle sans préambule. Tu regrettes, n'est-ce pas? Mais il est trop tard. Tu les as vendus. Comme on vend un meuble, ou un chien de race. Angela se fige. Son cœur bat à tout rompre. Elle lutte pour garder son calme, mais ses poings se serrent. Je t'ai confié mes enfants. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Jamais. Que as-tu fait à Noah? Un silence. Puis, le masque tombe. Madison pose son verre, s'approche lentement. Son visage devient plus dur, plus sec, plus froid encore. Noah. Il était faible. Trop émotif. Il posait des questions sans fin. Il fouillait dans mes papiers, demandait pourquoi il n'y avait pas de photo de sa naissance, pourquoi il ne ressemblait pas à moi. Il devenait un problème. Et les problèmes, Angela? On les neutralise. Angela reste bouche bée. Elle ne comprend pas immédiatement. Puis elle murmure, d'une voix tremblante. Tu l'as, enfermé? Madison hoche la tête. Dans un établissement spécialisé. Très discret. Très cher. Très efficace. Il ne voulait pas suivre les règles. Il a fallu qu'il apprenne. Liam, au moins, a compris. Il a su rester à sa place. Angela sent une vague de rage monter en elle. Elle serre les dents pour ne pas hurler. Tu les as achetés comme des objets. Tu leur as volé leur enfance, leur vérité. Tu as brisé Noah. Madison sourit, lentement. Ne joue pas les saintes, Angela. Tu as pris l'argent. Tu as tourné le dos. Tu as disparu. Angela reste figée. Madison a raison sur un point, elle a abandonné. Mais ce soir, elle est de retour. Et cette fois, elle ne repartira pas les mains vides.
Avec l'aide d'un avocat spécialisé en droit familial, Maître Ruth Delgado, une femme dure, intègre et redoutée, Angela lance une demande d'accès au dossier complet des jumeaux Hale. Au départ, tout lui est refusé. Mais un rebondissement inattendu change tout. Liam, désormais convaincu que quelque chose cloche, demande à voir les dossiers lui-même. En fouillant dans une chambre abandonnée du manoir, il trouve une clé USB oubliée. Des lettres non envoyées de Noah. Des notes, des extraits de journal intime. Des phrases comme « Je ne suis pas fou. Je veux juste savoir pourquoi je ne me sens pas entier. Maman, si tu es quelque part, est-ce que tu penses encore à nous ?» Liam ne sait rien. Il croit encore que Madison nous aime. Liam est bouleversé. Il appelle Angela. Il faut qu'on le retrouve. Ensemble. Angela et Liam remontent la trace jusqu'à un centre privé, Stonemere Institute, situé dans une région reculée de la Caroline du Sud. Officiellement, c'est une clinique pour adolescents instables. Officieusement, c'est un lieu de rétention pour jeunes inconfortables, issus de familles riches désireuses de faire disparaître le problème. L'établissement est gardé comme une prison, mais l'avocat d'Angela obtient une autorisation de visite après plusieurs menaces judiciaires. Angela entre dans un long couloir blanc. Les murs sont nus. Tout est aseptisé. Une infirmière l'amène jusqu'à une petite salle. Une chaise. Une grande baie vitrée. Et là, Noah. Assis dans un fauteuil, vêtu d'un pyjama gris clair. Les cheveux trop longs. La peau pâle. Les yeux, perdus. Éteints. Angela sent ses jambes faiblir. Elle entre dans la pièce, lentement. Son cœur hurle. Elle s'agenouille devant lui. Noah, c'est moi. Il ne répond pas. Elle tend la main. Silence. Puis, lentement, il lève les yeux. Et il murmure. Une voix presque brisée. Maman? Le monde s'arrête. Angela s'effondre en larmes. Elle le prend dans ses bras, prudemment, comme s'il allait se briser. Il ne recule pas. Il tremble. Mais il reste là. Tu es revenu, chuchote-t-il. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, mon amour. Noah est transféré dans une autre clinique, cette fois publique, sous surveillance judiciaire. Madison est convoquée devant les tribunaux pour négligence, maltraitance et falsification d'identité. Liam coupe tout contact avec elle. Il décide de prendre un appartement avec Noah, une fois que ce dernier ira mieux. Angela, elle, ne quitte plus ses fils. Elle ne tente pas de rattraper le temps perdu, elle sait que c'est impossible. Mais chaque jour, elle est là. Et chaque jour, Noah parle un peu plus. Sourit un peu plus. Et Liam, autrefois perdu, commence à reconstruire son identité. Angela entame une longue procédure judiciaire. Pendant des mois, elle affronte une armée d'avocats déterminés à étouffer l'affaire. Madison nie tout en bloc, accuse Angela de mensonge, de manipulation. Mais les preuves s'accumulent inexorablement, les traitements médicaux illégaux infligés à Noah, les documents d'adoption falsifiés, les paiements en liquide jamais déclarés, et surtout, les témoignages de plusieurs anciens employés de Madison qui, rongés par la culpabilité, finissent par parler. L'opinion publique se retourne. Les journaux titrent « La vérité sur la famille Hale, un marché d'enfants derrière les murs du luxe ». Noah est immédiatement placé sous protection. Il commence une thérapie intensive. Les premières séances sont silencieuses, lourdes, douloureuses. Mais un jour, il ose dire ces mots au thérapeute. « Je ne veux plus qu'on décide pour moi. Je veux choisir qui je suis et avec qui je veux être. » De son côté, Liam, dévasté par les révélations, confronte Madison une dernière fois. Leur échange est glacial, déchirant. Elle tente de le retenir, lui promet une version de la vérité plus complexe, mais il la regarde droit dans les yeux. « Tu as volé notre vie. Tu ne m'auras plus. » Il quitte la maison familiale sans se retourner et s'installe avec Noah dans un petit appartement près de Charleston. Il commence à apprendre à vivre sans contrôle, sans peur, avec cette liberté fragile et nouvelle. Angela, de son côté, n'a pas de grandes retrouvailles en fanfare.
Les premières rencontres avec ses fils sont maladroites, tendues, presque hostiles parfois. Noah reste froid. Liam est plus curieux, mais méfiant. Elle accepte chaque silence, chaque distance, chaque regard chargé de reproches. Car elle sait qu'elle ne peut pas effacer 20 ans d'absence. Elle peut seulement les traverser, pas à pas. Un jour, Liam lui demande sans détour. « Pourquoi tu nous as vendus ?» Et elle répond, la gorge serrée. « Parce que j'étais jeune, brisée, et terrifiée. » Ce n'est pas une excuse. Mais c'est la vérité. Et je vis avec cette honte chaque jour. À ce moment-là, quelque chose change. Les visites deviennent plus fréquentes. Elle apprend à connaître leurs goûts, leurs souvenirs, leurs blessures. Elle n'essaie pas de se faire pardonner. Elle essaie juste d'être là. Il ne l'appelle pas « maman ». Pas encore. Mais il commence à lui envoyer des messages. À lui demander conseil. À l'inviter à dîner. Et parfois, dans un éclat de rire ou un silence partagé, il y a un fil invisible qui se retisse. 1 an plus tard, dans un parc tranquille de Caroline du Sud, 3 silhouettes marchent côte à côte. Angela au milieu. Liam à sa droite. Noah à sa gauche. Le soleil descend lentement à l'horizon, teignant les arbres d'orange et d'or. Les jumeaux ne portent plus le nom Hale. Ils ont repris celui d'Angela, Turner. Un choix qu'ils ont fait ensemble. Une manière de refermer un chapitre, et d'en ouvrir un autre. Ce jour-là, alors qu'il s'assoit sur un banc, Noah tourne la tête vers elle. Sa voix est calme, mais ferme. Peut-être que tu nous as vendus. Peut-être que tu nous as abandonnés. Mais tu es revenu. Et tu n'as pas fui. Tu es resté. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Angela ferme les yeux. Les larmes coulent. Pas des larmes de douleur. Des larmes de rédemption. Et pour la première fois depuis 20 ans, elle se sent digne d'être appelée mère.